se situe au sud d'Angers. Donc il y a la corniche et encore le triangle vert de par sa forme et qui se trouve à la confluence Médinois. Donc c'est un site de projet situé à quelques kilomètres d'une métropole et qui pourtant est très rural. Donc la transition entre la métropole et le triangle, elle est très nette, elle est quasiment immédiate. On passe de l'urbain au rural en quelques minutes et ça se ressent aussi bien en plan que sur le site. Dans le triangle même, on a pu déterminer différents mondes, donc les prairies inondables, le triangle horticole, la commune de Saint-Claude au sud et la frange ici. On a également notifié le rocher de la Bonnette et le lycée Dufresne parce que c'est des points importants pour nous. Et le cadrage en pointillé, ça représente le cadrage de la maquette sensible, mais qui est là-bas parce qu'il y a de l'eau, donc on n'a pas découvert là-bas. Du coup, d'après le travail qu'on avait réalisé en grand groupe, on avait défini 4 grandes zones. Et on voulait développer des liaisons entre ces différentes zones qui formaient des mondes. Et donc c'était différents mondes avec différents enjeux. Et on voulait permettre des échanges et à partir de ça on a redéfini nos propres intentions en fonction de ce qu'on a ressenti quand on a été sur le site. Donc on voulait donner de la valeur à ce qui existe déjà, inciter à regarder les paysages, mettre en valeur la nature naturelle et la nature productive, et de mettre en valeur la faune et la flore. Donc il y a 3 grands axes importants qui nous ont intéressés, c'est-à-dire 3 gros enjeux. Donc conserver l'intelligence du territoire, c'est-à-dire penser et maîtriser le territoire sur le long terme et sur son évolution. Préserver sans figer pour ne pas tendre à la patrimonialisation. Maintenir le caractère vivant du site avec les activités déjà présentes. Et notre intention, c'est de faire vivre le triangle et de faire en sorte qu'il ait du poids et des arguments face aux politiques locales, car actuellement l'horticulture elle est en déclin sur le territoire. Donc on vient s'appuyer sur la biodiversité et le paysage pour faire valoir ces arguments qui viennent compléter ce que proposent les autres. Donc Angers est déjà conscient de sa responsabilité par rapport à ça, et notamment donc, à la biodiversité. Il y a des actions qui sont en cours, et notamment l'élaboration de l'agenda 21 de biodiversité d'un foyer intercommunal de Angers et ses 33 métropoles. Et c'est un peu des lignes de conduite dans les projets qui sont à venir. Et donc ça c'est à l'échelle de la région et pas seulement du triangle. Il y a également une zone naturelle régionale de 90 hectares située à Bouchmen, donc à côté de notre site, qui propose des visites guidées assez régulièrement parce que c'est un site qui regorge de biodiversité. Et donc dans cette continuité, avec la réserve régionale, on voudrait créer un parcours ponctué d'observatoires qu'on a qualifié d'inédits et de structures qui suivent les crues. Et on s'est également intéressé particulièrement aux matériaux parce qu'ils sont importants sur le site. Et ils sont très présents. Et pour tout ce qui est action et pas figé triangle, on pensait accueillir des acteurs assez divers. Par rapport à la biennale, on a nous aussi pensé au projet Inojima Art Project, donc toujours au Japon. Donc on va pas vous le refaire, mais en gros c'est important pour nous parce que c'est un parcours qui se veut de ne pas dénaturer la configuration naturelle du village. Voilà. Alors biobservatoire, on entend par ceci biodiversité et observatoire avec un S car on vient placer des architectures sur le territoire, donc reliées par des parcours. Donc c'est des dispositifs architecturaux qui sont soit temporaires dans le but de pouvoir être démontés ou déplacés ou alors permanents afin de s'inscrire dans la vie du site qui est en perpétuel mouvement. L'intérêt c'est d'avoir un impact minimum sur le sol car aujourd'hui la matière elle est maltraitée sur le triangle horticole et la production est moins en moins bien avec le sol. Notamment avec les serres qui sont posées sur des dalles en béton. Et donc on propose de l'observation sous différentes formes. Et donc pour faire découvrir aux promeneurs le site, on a pensé à un parcours qui traverse différents milieux naturels caractéristiques du site, où ils pourraient donc rencontrer les paysages importants qu'on a trouvés sur le site, mais également la faune et la flore présentes sur le triangle. Donc il faut savoir que l'équipe de la Maine inonde les 500 hectares de prairies de la Bonnette, et c'est notamment grâce à ces inondations fréquentes que les prairies regorgent de biodiversité. C'est une des caractéristiques que nous devons chercher à exploiter dans le projet. On a fait un lien avec l'UNIS aussi, où les gens vivent avec l'Aquaretta et ils s'adaptent aux crues, ils mettent en place des pompons pour continuer à exploiter le territoire inondé. Ensuite, pour créer les parcours, on s'est intéressé au transport qui existe déjà et les projets en cours pour passer nos chemins. Donc sur cette carte, on peut voir qu'il y a déjà des chemins qui existent de 3 types. On vient les enrichir en passant notamment par les côtes développées par la métro. Donc on aurait le petit, on aurait le début qui de plus ou moins longue distance, qui passerait par les différents milieux des différents paysages. Et les chemins traversants du pont dernier, en route, qui permet d'accéder à Bouchmen et de faire un lien avec la réserve nationale. En fait, on doit créer
les chemins viennent créer un réseau à travers le triangle. Et en plus de la biodiversité, on a aussi relevé des lieux patrimoniaux qui pourraient venir enrichir la balade, donc du château de Béligan, un manoir de Béligan ou le parc. Donc on vient ponctuer les parcours d'installation marquantes, notamment avec un observatoire sur la biodiversité aquatique, qui viendrait s'adapter au rythme des crues. Du coup, cet observatoire serait placé dans la Maine. Donc sa partie haute, ça serait au niveau de la Maine, et sa partie basse à 1,50 m dans la Maine. Donc ce serait des parois transparentes pour pouvoir observer ce qui se passe en dessous. Et donc elle serait reliée au territoire par des pontons en polyéthylène. En fait, c'est une matière qui flotte et qui est 100% recyclable. Et donc pourquoi ces pontons en fait, on veut qu'ils flottent pour favoriser la stabilité naturelle des berges. En fait, quand les crues vont descendre, du coup, elles reposeront sur le sol simplement et elles ne seraient pas figées dedans. Et donc c'est pour un public assez large avec par exemple des promeneurs du dimanche, des locaux, des enfants, et c'est une démarche ludique et culturelle. Et donc pour terminer rapidement, on a aussi pensé à un ensemble d'architecture qui sera dispersé avec des artistes et qui serait dispersé sur le territoire. Donc on propose des espaces d'exposition et d'accueil dans la réhabilitation des serres, dont on parlera le groupe juste après nous de Trafi, et également des espaces pour produire, donc dans ce type d'architecture qu'on a mis ensemble ici. Pour proposer une diversité du paysage, on pensait à des structures qui sont déplaçables et donc déplacées, par exemple annuellement. Donc c'est un espace qui est ouvert, ouvert mais couvert, et donc qui permet de voir ce qui se passe autour. Et un petit plus pour la ville d'Angers, qui pourrait se servir de la valorisation du paysage par les artistes pour continuer sa sensibilisation. Et également des structures pour des groupes, donc qui seraient un peu plus importantes, qui seraient permanentes, donc pas déplaçables, et placées dans les champs et à côté du lycée pour avoir une continuité avec l'enseignement qui est déjà présent. Et donc les structures qu'on propose sont plutôt de forme organique, un peu en opposition avec les constructions qui sont en train de s'implanter sur le terrain, qui ne sont pas forcément en lien avec le sol et qui ne s'intègrent pas beaucoup dans l'environnement. Voilà. Du coup, nous, on travaille sur le triangle vert, donc une zone de production au sud d'Angers, et ce territoire est aujourd'hui en pleine période de mutation. Donc, la ville d'Angers bénéficie d'une situation pour le moins insolite, puisqu'elle est entourée en majorité de terres agricoles dédiées à la production ou non, et ce qui permet aussi d'offrir différents paysages à proximité de la ville. Donc pour ce qui est du triangle vert, nous travaillons sur une zone dédiée à la production essentiellement horticole, bien qu'il y ait un peu de maraîchage. Et donc on peut aussi observer différents paysages avec des cultures qui sont soit en pleine terre, soit hors sol, bien qu'aujourd'hui on observe une majorité de cultures hors sol, pour des soucis de production et de vente. Cependant, ce paysage, donc essentiellement horticole, est aujourd'hui en déclin. Donc, comme on peut le voir, le nombre d'exploitations a diminué de moitié entre 1980 et aujourd'hui. De plus, les exploitants aujourd'hui sont pour la plupart proches de la retraite, et il s'avère qu'il y a très peu de repreneurs pour pérenniser du coup cette activité sur le site. Et donc on peut se demander quel avenir auront ces exploitations et donc le triangle vert. Et pour autant, ce n'est pas la première mutation que connaît le site du triangle vert, puisqu'au début du siècle, il y avait des cultures de chanvre et de vigne, mais l'usine qui exploitait le chanvre a fermé. Donc les producteurs ont dû changer de domaine et sont passés donc, au maraîchage en pleine terre dans les années 1940 jusque dans les années 1980. Et une date importante, c'est 1960, puisqu'on c'est là qu'il y a eu la création des premières serres et donc l'apparition de la production hors sol. Et donc en 1980, après le choc pétrolier, donc les prix du marché ont fortement baissé,
et les maraîchers ont dû partir sur une activité horticole. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette agriculture n'est plus assez compétitive. Enfin, sur le triangle horticole, c'est un pôle qui n'est plus assez compétitif comparé à la Hollande, notamment au niveau européen, qui vend à plus grande échelle. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer demain sur ce site. Et donc la problématique actuelle, c'est qu'on constate une constante augmentation du nombre d'habitants en ville. Et donc il nous paraît essentiel de garder toutes ces surfaces, non celles du triangle, qui pourraient devenir une réelle unité de production pour nourrir la ville d'Angers demain. Et donc l'idée, ce serait de continuer à développer les réseaux d'acteurs qu'on peut voir, puisque Angers se servirait de la production des communes rurales, et les communes rurales produiraient justement pour ces villes, et donc le triangle retrouverait un allant économique. Et ensuite, comme les besoins sont en constante augmentation, la priorité aujourd'hui, sur notre site, elle serait plus au niveau local. Donc ce serait développer les circuits courts. Et donc, puisque jusqu'ici on développait surtout pour vendre à l'international ou à une échelle plus importante, alors que les actions passent d'abord par le local pour arriver à un réseau plus grand. Et donc à l'échelle de la métropole, on a observé un réseau d'acteurs important et solide qui donc, est intéressant à développer et à pérenniser. Et cependant, sur la zone du triangle, le réseau d'acteurs est beaucoup moins important. Les agriculteurs sont de plus en plus individualistes. Il y a moins de coopératives et donc l'idée ce serait de réutiliser les serres qui sont abandonnées pour recréer un réseau à la fois d'acteurs avec des liens à la ville, mais aussi un réseau de balades dans les triangles horticoles pour faire découvrir les paysages qu'ils proposent. Maintenant au Japon, il y avait le même problème d'abandon. Maintenant, le projet a été commencé en 2008 par la rénovation de la raffinerie d'acier. Et 2 ans après, maintenant, le projet a été commencé. Sur cette carte, on peut voir que les projets sont dispersés. Donc globalement, l'idée c'est vraiment de faire valoir le local pour pouvoir accompagner cette transition agricole que nous on a perçue. Et donc c'est-à-dire promouvoir la production locale, découvrir aussi les matières locales. On n'en a pas encore parlé, mais c'est quelque chose de très important sur ce site, la matérialité. Et aussi l'idée de faire interagir les acteurs du site, les acteurs locaux. Et parce que selon nous, pour que les choses puissent avancer, il faut vraiment travailler à faire des petites actions à petite échelle. Donc en fait, ça nous a mené à ce titre. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, le triangle horticole, selon nous, il est en mutation. L'horticulture, elle ne va pas forcément permettre aux agriculteurs de vivre de ça encore très longtemps. Mais on se dit que ce territoire rural à proximité de la ville, ça peut être intéressant pour l'avenir, pour créer des échanges, pour manger. Oui, et donc du coup, on aimerait bien pouvoir créer des liens à la fois sociaux et faire découvrir le territoire par le biais justement de la nourriture. Donc du coup, la première idée, c'était, comme on voit sur cette carte, c'est un petit répertoire des terres qui sont abandonnées, donc c'est des territoires assez vastes. Et donc ce qui serait intéressant, c'est que tous ces territoires puissent être réinvestis, donc par exemple pour de nouvelles formes d'agriculture. Donc on a essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait se faire comme nouvelle agriculture, donc il y a la permaculture par exemple, la botanie, etc. Et toujours dans le respect de l'environnement avec par exemple des serres qui des panneaux solaires en toiture, etc. Donc du coup,
paraissait pour le moment compliqué de se mettre sur tous ces territoires et de proposer des fermes partout, c'est pas forcément ce qui nous intéressait. Du coup, on a choisi une friche en particulier pour essayer de développer justement un petit programme particulier, donc une sorte de première étape pour après, peut-être qu'après ça va se développer. Et du coup, l'idée ce serait de travailler donc, sur la restauration, puis donc, sur la sensibilisation à ce qu'il y a sur le territoire, par le biais d'une exposition et un territoire de vente ou de local pour des AMAP, etc. Et toujours accompagné d'une micro-ferme pour réinvestir, par exemple, les territoires où il y a les serres abandonnées, etc. Donc, la parcelle qu'on a choisie, donc, elle se situe vraiment au plein cœur du triangle horticole, donc au cœur de la production. Parce que ça nous paraissait vraiment important de pouvoir, déjà rien que par les accès, pouvoir s'immerger dans le territoire et voir de quoi il en retourne. Quand on regarde, donc là c'est vraiment notre parcelle qui est en longueur avec toutes les serres abandonnées qui sont derrière, donc ça représente une énorme surface et ça c'est la plus petite friche qu'on a observée. Et donc du coup c'est vraiment un territoire entouré de cultures, de champs et c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Donc là c'est vraiment un petit état de jeu, j'essaie d'aller vite parce que voilà, donc on a vraiment, c'est très bas finalement, et donc on a vraiment des grands territoires finalement de vide avec ces friches et donc ça nous paraît vraiment important justement de les réinvestir parce que ça fait des creux dans ce territoire et c'est important et donc ça c'est par rapport au détournement parce que ces serres on a envie aussi quand même de faire quelque chose d'un peu nouveau et peut-être de les détourner. Ça c'est une image de Venise donc avec une serre détournée en garage etc. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais bon, voilà, ça me paraissait intéressant. Et donc ça, c'est aussi un petit répertoire de toutes les formes qui sont sur le site et toutes les matières qu'il y a également. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ces éléments-là pour s'intégrer et s'en dénaturer. Donc réutiliser ce qu'il y a, réemployer et détourner. Au début, nous avons une implantation à l'étude et chaque configuration offre différents espaces extérieurs. Et l'avantage de la exposition seule, par exemple, on peut voir les bâtiments entre eux et aussi on peut offrir une belle vue d'agriculture. Donc là, on a essayé de prendre un modèle de serre et de l'inventer, voir ce que ça pouvait donner. C'est vraiment pour essayer quelque chose. Essayer de voir ce que ça donnait en essayant de combler les vides, etc. S'inventer dans la longueur de la parcelle, parce que c'est vraiment une parcelle comme celui-là. Et voir aussi comment ça s'insérait en plein milieu de tout ça. Donc forcément, comme c'est encore très simple, ça s'en sert bien parce que c'est ce qu'il y a comme modèle. Mais l'idée, ce serait justement de complexifier ces éléments-là pour leur donner quelque chose d'un caractère unique, justement, et quelque chose de différent, mais qui s'intègre quand même dans cet environnement. À la fin, ce sont des exemples de la vue depuis la feuille, les relations entre le restaurant et l'exposition, développer des programmes de culture dans le monde. On travaille aussi sur le site du triangle horticole et on a une problématique donc à l'échelle d'Angers, on remarque que c'est le principal horticole un peu de compétitivité végétaliste. Donc un territoire aux enjeux économiques forts, ce qui a des répercussions sur une partie des activités touristiques puisqu'on compte un certain nombre de parcs et jardins, dont Terra Botanica qui est connu à l'échelle internationale. Donc le triangle horticole, c'est un territoire enclavé par des limites naturelles, donc que sont la Loire et la Maine, et par des limites aussi urbaines qui sont donc le bourg de Saint-Denis-sur-Loire en bas et la Fondre et l'Aubaine. Donc l'enclavement du site il est problématique car il empêche l'extension des exploitations et donc de développer l'économie du site qui est déjà en déclin depuis quelques années. Donc un enjeu majeur, c'est alors d'investir les limites. Et à côté de ça, il y a pas mal de friches qu'il serait intéressant d'exploiter dans l'idée d'aménager le territoire sans des dénaturer. Une référence de la BINAC qui nous a semblé intéressante, c'est le projet du pavillon coréen, puisqu'il est donc dans une problématique d'investir les limites et d'économie des
sols en lien avec la loi sur la surface des tranchées qui doit être construite par rapport à la surface au sol exploité. Et donc c'est intéressant ici puisqu'on est sur un site enclavé où les exploitations manquent de place et on a mis des tests pour remédier à ça qui serait d'investir les limites. Donc un deuxième enjeu, ce serait de jumeler les échanges entre les acteurs du site. Donc pour répondre à la problématique de gestion de la sortie tourisme, on a relevé les principaux acteurs du site au tourisme hiver. Donc par exemple, les transports sont reliés au tourisme hiver grâce à une navette fluviale. Par rapport à ça, on a identifié tous les acteurs du tourisme retrouvés sur la commune de Saint-Jean-sur-Loire, qui est un territoire fortement marqué par le tourisme, puisqu'il est à la confluence à la fois du chemin de la Loire à vélo et du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a pas mal d'équipements déjà, des campings, des bus, des aires de pique-nique, etc. Mais finalement, ceux-ci ne sont pas suffisamment aménagés pour recevoir autant de touristes. Donc dans le bourg de Saint-Jean, on retrouve des vélos et des sacs au pied des enseignes, sans lieu pour pouvoir les ranger. Et il y a des campings sauvages dans les champs, qui sont plus confortables que les bords de Loire qui sont en France. Et on retrouve enfin un certain nombre de déchets et des traces de feux de camp dans la zone naturelle. Pour le projet, on s'implante sur l'ancienne base militaire du Génie, qui est une friche à la fois à la croisée des mondes et à la croisée des sentiers. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a déjà un sol qui est déjà artificialisé, dû au passé militaire du site. Et donc plutôt qu'aller artificialiser un nouveau territoire, on s'implanterait sur un site en friche, ce qui n'impacterait pas les exploitations qui manquent déjà de place par exemple. On est sur un site qui est fortement soumis aux inondations, puisqu'il est inondé chaque hiver entre décembre et février. Sur la coupe, on voit que la zone est inondée jusqu'à la route. L'eau qui échappe donc à l'aléa et permet également de préserver l'itinéraire de la Loire à vélo qui y passe. Donc sur cette coupe, on voit les diverses activités qu'on trouve sur le site. Donc tout à gauche, on voit la route avec la Loire à vélo. Juste à côté, une zone agricole qui fait la transition avec la zone en bord de Loire, où on trouve des randonneurs, des cyclistes et la navette fluviale. Et de plus, c'est un site qui accueille le marathon du saumon. Donc c'est une journée chaque année. Et le marathon du saumon, c'est un parcours sur 15 jours en canoë et qui a pour vocation de sensibiliser à la protection du saumon. Donc ici, on a retracé un calendrier des diverses occupations du site et leur rapport à la temporalité. Donc on remarque que c'est un site qui est occupé en hiver à cause de l'inondation. Au printemps, en été et en automne, c'est un lieu où on retrouve cyclistes et randonneurs, et c'est également un lieu de rencontre entre guillemets. En effet, il y a en plus la navette fluviale qui passe sur le site et on a en plus le marathon du saumon. Donc on a relevé quelques indices d'occupation comme les déchets ou des marquages pour les randonneurs ou la Loire à vélo. Donc une de nos principales intentions, c'est de faire avec les existants. Donc dans un premier temps, de prendre en compte les inondations et dans un deuxième temps, de chercher à valoriser les vues, comme par exemple celle de la confluence entre la Loire et la Maine, donc en prenant par exemple de la hauteur ou en s'implantant sur l'eau. Notre intention principale est celle de créer un point de référence pour les touristes, de gérer leur présence sur le site et ainsi d'éviter les occupations inappropriées, telles que le camping sauvage qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on compterait 4 accès au site. Donc le chemin principal pour accéder est celui qu'on voit à droite ici. Donc l'accès aux voitures est limité à partir d'ici. Et ensuite, on a un site qui est strictement réservé aux cyclistes et aux piétons. Donc à l'ouest, on aurait un chemin, il y a un chemin qui longe ensuite la Maine pour rejoindre la Loire à vélo. Et on aurait donc au sud un accès par la navette fluviale et au nord un chemin qui rejoindrait directement le chemin de la Loire à vélo. Donc pour répondre à cette problématique, on a référencé différents programmes qui nous semblaient intéressants de développer, tels que des hébergements touristiques, un centre de bien-être, un accueil sur le site, des stockages pour les tentes, des loups et des sacs, une base de loisirs et des aménagements pour les événements. Donc le premier programme important à développer, c'est celui des hébergements touristiques, qui ferait l'intermédiaire entre le canton en tente et les gîtes.
Donc c'est une problématique qu'on a relevée sur plusieurs forums de la Loire à vélo. Et une autre problématique, c'est l'accueil des groupes, mais difficile notamment dans les boutiques. Donc on peut développer des logements allant du studio au dortoir. Et on a choisi comme référence le pavillon de la Grande-Bretagne qui propose différentes modalités selon le temps que l'on passe dans cet endroit. Et une notion intéressante puisque les hébergements touristiques sont des hébergements temporaires que l'on occupe pour une période de temps de l'été. Le second programme qui nous semble intéressant de développer, c'est celui d'un centre de bien-être qui répondra à la problématique des fatigues corporelles des marcheurs et des cyclistes au fil de leur vélo. C'est un programme que l'on ne retrouve pas en plus à la proximité des itinéraires. Et donc, ce programme de pôle de loisirs et de culture arrive en réponse avec l'ambition de la commune de Saint-James qui était de créer une base de loisirs sur ce site. Donc on proposerait des activités telles que le canoë, de la prévoyance, de la culture. Enfin, ce dernier programme a pour objectif de gérer les afflux de masse, notamment au moment du marathon du Saumon, en créant des aménagements